Salut les amis, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo sur YouTube et il y a plusieurs raisons à ça, je vais tout vous expliquer. Déjà, vous avez dû remarquer que je tourne dans un garage vide, vous devez certainement vous demander où est passé la Roadrunner. Et bah c'est très simple, je me suis récemment séparé de la Roadrunner pour des questions de temps, d'argent, parce que je voyais plus le bout du chantier. Il y a un moment malheureusement, faut faire des choix dans la vie, j'ai de nouvelles priorités. Et puis franchement, avec le prix de l'essence, ça devenait ridicule. Non mais franchement, vous y avez cru? On n'a qu'une vie, bordel! Non, sérieusement, je peux vous dire que déjà, la galère que c'était de mettre la main sur cette Roadrunner et de la faire venir jusqu'en France, je suis pas prêt de la lâcher comme ça, cette bagnole. J'y tiens vraiment beaucoup. Ce qui explique principalement cette longue absence sur YouTube, c'est d'une part le chantier de la Roadrunner qui, oui, a pris pas mal de temps, mais en parallèle du chantier de la maison, ça faisait beaucoup de choses à gérer. Le peu de temps que j'ai pu consacrer à Sopcars, je l'ai consacré à TikTok et Instagram, parce que c'est des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides et faciles à monter. Et pour, malheureusement, beaucoup plus de retours et d'audience que YouTube. J'ai aussi de gros changements au niveau professionnel, dont un projet dont je vais vous parler très vite. Bref, je vais revenir au sujet principal, que devient la Roadrunner et que devient Sopcars. Je le rappelle, le premier contrôle technique de la Roadrunner avait révélé 3 principaux problèmes: une fuite au niveau du boîtier de direction, des soufflets de direction percés et les supports d'échappement cassés à l'arrière. J'ai commencé avec le boîtier de direction qui fuyait. Alors là, c'était le problème vraiment classique, le joint SPI côté colonne qui fuyait, donc j'ai acheté la pièce sur Rocoto pour quelques dollars, et donc j'ai utilisé la technique assez courante sur YouTube, des petites vis à bois dedans pour ensuite écarter le joint SPI du boîtier avec un tournevis. Évidemment, comme bien souvent avec ces merveilleux tutos YouTube, ça s'est pas passé comme prévu. Je crois que j'aurais pu mettre 50 vis à bois, que ça rentrait jamais dans le bon sens. C'est une misère. À part massacrer le joint SPI dans le boîtier de direction, j'arrive à rien. J'ai donc trouvé sur le bon coin, au miracle, le bon boîtier de direction à 80 balles neuf, vendu par un gars qui s'était planté sur la ref. Là, je me suis dit, mais attends, quitte à te prendre la tête à démonter les pièces de direction pour changer le boîtier, devoir remplacer les soufflets comme indiqué au contrôle technique, tous les cylindres blocs, tout est d'origine, les rotules, tout est vieux, tout est mort, donc faut que je les change un jour. Et si je remplaçais toutes les pièces de train avant? J'ai donc commandé toutes les pièces, les rotules, les cylindres blocs, les biellecs, les machins, et je me suis lancé dans le chantier de ma vie sur la Roadrunner. Je savais tout à fait à quoi m'attendre et j'ai pas été déçu, parce que sur une bagnole ancienne comme ça, tous les éléments de train roulant qui sont d'époque, tu galères comme pas permis parce que tout est rouillé, tout est grippé, il n'y a rien qui sort, donc faut déverser des litres de dégrippant là-dedans et être ultra patient. Et cette voiture ne m'a pas fait de cadeau. Tout était bien à sa place, tout était bien cuit et rien ne voulait sortir. J'ai donc investi dans des tonnes d'extracteurs de compète parce que les petits extracteurs que j'avais récupérés pour voiture normale ne suffisaient pas. Il fallait des trucs de poids lourd tellement c'était serré et puis tellement même les dimensions n'étaient pas les mêmes. Bon y a pas de débat, 2-3 coups de clé avec le gros extracteur que je viens d'acheter, le KS Tools, et c'est tombé. Pour vous donner une idée, le KS Tools est l'extracteur typique, la rotule qu'on peut trouver en centre auto. J'ai même fabriqué parfois mes propres extracteurs, comme pour sortir les cylindres blocs des triangles, les barres de torsion aussi, qui a été une belle galère. La meilleure méthode pour extraire ces barres de torsion, c'est donc de la prendre en sandwich comme ça, avec 2 pièces métalliques et des cylindres blocs. Pourquoi des cylindres blocs? Parce qu'il faut surtout pas rayer, abîmer cette barre de torsion qui perdra de ses propriétés. Donc il faut vraiment y aller minutieusement. Et ensuite donner des coups de marteau là-dessus pour extraire la barre de torsion du bras inférieur. Donc elle est ici à l'origine, et je peux vous dire qu'il faut pas être pressé parce que ça met beaucoup de temps à sortir et c'est au millimètre par millimètre. Heureusement, je suis pas lancé non plus à l'aveugle. Il y avait des super tutos américains qui expliquaient bien comment changer des pièces de train avant sur ces mots-par-là. Il y a quelques petites spécificités, mais dans l'ensemble ça se fait bien. Le principal souci, voilà, comme je l'ai dit, c'est les pièces grippées, les grosses galères pour les sortir et l'investissement en outillage. J'ai même acheté une presse hydraulique à la fin parce que je me rendais compte à quel point, avec du système D, tu t'en sors, mais jusqu'à une certaine limite. L'investissement aussi obligatoire sur les Mopar de ces années-là, c'est la grosse douille spécifique qui permet de retirer la rotule qui fait la liaison entre le triangle et le porte-fusée en dessous. Ça vraiment, si t'as pas la pièce, tu peux te démerder avec une énorme clé, mais vraiment elle a une forme trop spécifique et moi même avec une très longue rallonge, waouh comment j'en ai chié. Il a fallu vraiment faire preuve d'une très grande patience. Je veux même pas imaginer si t'as pas la douille. La rotule est sortie du triangle enfin, donc avec cette forme de douille spécifique Mopar, ils se sont bien pris la tête. Aujourd'hui encore, il y a 2 types de douilles
de tailles différentes pour les mots Partisanella, il faut en plus pas se planter. Mais là c'est bon, c'est sorti. Un épisode douloureux dont je me souviens particulièrement, ça a été les bras inférieurs. Alors les bras inférieurs sur cette voiture, c'est très particulier, il y a une espèce d'axe dans lequel la barre de torsion se prend, et souvent ça a tendance à prendre du jeu, l'axe bouge entre les deux morceaux, et autant le côté conducteur ça allait, autant le côté passager, il y avait un peu de jeu à rattraper, donc là heureusement, et d'ailleurs je te remercie Yannick si tu regardes cette vidéo, mon contact carrossier a pu reformer un peu la pièce et souder deux plaques métalliques pour que ça bouge plus du tout, hein. C'est assez courant, c'est ce qui se fait aux États-Unis souvent là-dessus, quand on veut éviter que ça reprenne du jeu derrière. La galère c'est que d'une part, je lui ai ramené la pièce seule, au début il a soudé les deux plaques, et en remontant sur la voiture, la plaque qu'il avait ajoutée au-dessus m'empêchait de remonter entièrement le bras inférieur, donc il a fallu enlever cette plaque, la ressouder plus loin. En sortant et en réinsérant les nouveaux cylindres blocs, j'ai déformé une partie de l'axe, donc il a fallu qu'il le reprenne encore derrière. Vraiment, si j'avais pas eu ce contact carrossier, j'aurais pris beaucoup plus de temps et je crois que j'aurais fini par acheter des bras neufs qui valent une blinde. En fait, les cylindres blocs entrés en force, je crois que c'est les parties qui ont été les plus stressantes, même en suivant parfaitement les recommandations, en essayant d'aligner au maximum. Vu le jeu, l'âge de certaines pièces, au moment où tu rentres morceau par morceau avec ta presse, le cylindre bloc, il faut vraiment être très minutieux parce qu'il suffit que ça se prenne un peu de travers et là c'est fini, tu défonces ton cylindre bloc, tu le fous de travers et il n'y a plus rien qui rentre après. Une fois qu'il est défoncé et bien rentré en force dans la pièce, c'est aussi une partie de plaisir pour ressortir derrière. Il faut aussi respecter tous les coupes de serrage, pas se planter, essayer de bien traduire aussi parce qu'il y a des pièces, tu dis attends, le coupe de serrage c'est pour cette vis là ou celle au-dessus, enfin vraiment, voilà, ça demande d'être quand même très minutieux. À la fin, j'ai tout poncé, tout dégraissé, tout repeint à la peinture Amrit, hein, que ce soit les éléments du châssis visibles sur le véhicule ou toutes les pièces que j'ai démontées, hein. L'idée, c'est que t'es quand même qu'à la fin, j'ai aussi un beau résultat visuellement qui a un petit peu de satisfaction personnelle dans ce travail. Et donc, aujourd'hui, mon train avant est visuellement comme neuf, et il est même comme neuf, hein. Tous les cylindres blocs ont été changés, tout est neuf jusqu'à la barre stable. Il me reste plus qu'à faire une géométrie pour réaligner tout l'ensemble et changer les pneus. Et on sera complètement bon sur la liaison au sol, au moins pour la partie avant. Ça a été un travail long, fatigant, mais je sais que la différence va se ressentir sur la route. Je vais avoir une autre bagnole, j'y suis arrivé, et là vraiment, je suis heureux. Je suis satisfait, le résultat est là, et c'est typiquement le genre de travail dans lequel je me serais pas lancé il y a des années auparavant. Ensuite, je me suis attaqué à la boîte auto. J'avais remarqué que des fois, à froid, elle avait du mal à passer tout de suite le rapport. Et ça, généralement, c'est annonciateur d'une boîte qui commence à être un peu fatiguée. J'avais beau passer les rapports, il fallait attendre gros 2-3 minutes que le moteur, la boîte chauffe pour commencer à enclencher les rapports. La première des choses à faire pour être tranquille, c'est de faire une bonne vidange avec remplacement de filtre. Des fois, ça permet de corriger un petit peu tout ça. Au fond du carter, mais ça, c'est pas la première fois que je retrouve ça dans une bagnole, j'ai trouvé une espèce de mélasse caramel, donc qui indique que ça a peut-être un peu chauffé un moment ou que voilà, il s'est passé des choses. Bref, on verra bien. Que j'ai fait la vidange de la boîte auto, le niveau à chaud, nickel. J'ai bien galéré aussi à jointer le carter de boîte, hein. Il était parfaitement plat, j'ai bien mis le joint d'origine en respectant les coupes de serrage, toujours à un endroit où ça pissait de l'huile. J'ai rajouté un peu de pâte à joint, j'ai resserré un peu proprement et a priori ça tient, donc de ce côté-là ça devrait être bon. Après j'ai encore un petit doute sur la boîte parce qu'au premier démarrage, après avoir fait les niveaux, donc le moteur était froid, j'ai enclenché la marche arrière et j'ai pas senti le rapport passer franchement. En reculant, elle avait un peu de mal, comme si que la boîte patinait. Elle l'a quand même fait, mais j'aimais encore une petite réserve. En faisant la vidange de boîte, j'en ai profité aussi pour remplacer le Neutral Safety Switch, hein, c'est la petite pièce qui est sur la boîte et qui permet uniquement par sécurité de démarrer sur le rapport P ou sur N. Et en l'occurrence, c'est une pièce qui avec le temps a tendance aussi à lâcher et du coup, t'arrives plus à démarrer sur P, mais t'arrives à démarrer sur N et inversement. Ça coûte rien, il faut la changer. Donc ça, c'est fait. Autre chose sur la Roadrunner, j'avais remarqué que le filtre à essence était rempli de petites crasses, de morceaux de rouille qui venaient sans doute du réservoir parce que la voiture, je pense qu'elle a été longtemps immobilisée aux US, hein, je connais pas tout son passé. J'ai pas envie de faire remonter de la merde dans mon beau carbu qui a été tout refait à neuf. D'ailleurs, conseil, acheter des petits filtres à essence transparents, ça permet tout de suite de voir s'il y a une anomalie de ce côté-là. Je pars sur un démontage de réservoir. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais en profiter parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans le passé avec ma Big Skylark qui m'a fait le coup de la panne d'essence sur l'autoroute A6. Hein. Il y avait un tiers au réservoir. Je pensais que j'étais large, en fait, il n'y avait plus rien. Dans le doute, je me dis, allez, on va changer, on fait tomber le réservoir, on change toutes les durites et on va changer aussi la jauge de niveau d'essence. Gros avantage à Mopar par rapport à GM, c'est que le long goulot de remplissage te démonte là-dessus. Donc t'es pas obligé de t'emmerder à faire basculer de gauche à droite pendant 3 heures le réservoir pour le faire sortir. Tu démontes le goulot d'un côté et t'as tout le réservoir qui tombe. La galère par contre, c'est que j'ai dû encore investir dans une longue douille hyper profonde, taille impériale américaine, pour pouvoir atteindre le petit filetage qui permet de descendre le réservoir. C'est des petits détails, mais c'est des petites choses qui font perdre du temps à chaque fois. Faut commander des outils en plus parce que t'es bloqué. Je sors le réservoir
réservoir en me disant qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur, est-ce qu'il est pourri, est-ce que je vais devoir le remplacer ou alors faire un gros traitement. Mais il faut aussi une certaine température et là on était en plein hiver donc c'était pas du tout le moment de l'appliquer. Bonne nouvelle, rien de dramatique à l'intérieur, c'était clean, c'était juste un peu je pense de sédiments de rouille, de petites crasses de surface. J'ai pu le nettoyer proprement, j'ai pu enlever le peu de saleté qu'il y avait à l'intérieur. Par contre ça a été la misère pour remettre le goulot de remplissage une fois que j'avais changé le joint, j'avais mis un joint neuf tant qu'à faire. Le joint était plus épais que l'ancien et du coup vraiment j'ai passé au moins une demi-heure avec un petit marteau à essayer de le rentrer millimètre par millimètre. J'ai remplacé toutes les durites et j'ai découvert que côté conducteur j'avais 5 durites qui partaient vers un séparateur de vapeur, une espèce de gros boîtier qui récupère toutes les vapeurs d'essence. Ce gros boîtier est caché dans le passage de roue côté conducteur. Par expérience, avant de monter la nouvelle jauge d'essence dans le réservoir, je la teste quand même à la main, je la branche sur la voiture, je fais bouger le niveau et je m'assure que ça monte bien au tableau de bord. Donc c'était nickel de ce côté-là, aucun doute. Au moment de mettre de l'essence, j'ai mis 20 litres d'essence, je rentre dans la voiture, la jauge reste au minimum. Ce que je savais pas, c'est qu'il est aussi recommandé sur ces jauges aftermarket qui sont pas à fabriquer avec une très grande précision, c'est de retordre la petite tige du niveau à la main pour s'assurer que quand tu mets la jauge dans le réservoir, le niveau bas touche bien le fond du réservoir. On est bien à la bonne amplitude en gros. Et ça, je l'ai pas vérifié, je me suis dit c'est bon, je la fous dedans. Je pense que ma jauge est trop haute parce que les 20 litres ne suffisent pas à remonter. Entre temps, j'ai remis plus d'essence, je crois que j'ai mis quasiment plus de la moitié et elle est au tiers. Donc la jauge est complètement dans les choux. Si vraiment j'ai une grosse motivation, peut-être que je la redémontrerai. En attendant, je vous avoue, j'ai autre chose à faire. Après, ça me fera une réserve de sécurité de 30 litres. Ensuite, je me suis attaqué au support d'échappement arrière cassé. J'ai regardé les supports d'origine valent une blinde, c'est du sur-mesure pour chaque année, pour chaque modèle et tout, enfin c'est sans intérêt pour moi, sachant que de toute façon le but derrière c'est de refaire une double ligne complète sur mesure. Je vais aller en quincaillerie, en magasin de bricolage classique, et j'ai refabriqué des petits supports avec les petites tiges métalliques qu'on utilise pour monter du placo. J'ai vissé ça dans les supports d'origine et puis ça fera très bien l'affaire le temps du contrôle technique, au moins ça bouge pas. Alors je trouve que ça vibre quand même pas mal dans l'habitacle de cette Roadrunner, mais je pense que ça vient aussi peut-être des supports moteurs qui sont bien fatigués, donc je vais aussi les changer très rapidement. Après tout ça, la Roadrunner est enfin sortie du garage pour que je puisse enfin entamer quelques travaux d'électricité et de plomberie dans la maison. Premier essai routier après ce long chantier a quand même été assez stressant, je vous le cache pas, parce que après tant de temps sont roulés, on est forcément à l'affût du moindre bruit, de la moindre odeur, du moindre truc qui va déconner. Donc c'était un petit peu le cul serré que j'étais au volant de la bagnole. Surtout que pendant 10 minutes, elle a refusé de démarrer. J'avais passé la marche arrière à froid, elle a calé et impossible de redémarrer pendant 10 minutes. Je sais pas, peut-être que le carbu avait pas assez amorcé l'essence. Bref, au bout d'un moment, elle est repartie, je l'ai bien laissé chauffer et je suis sorti direct du garage, direction l'autre local provisoire. Oui, parce que là, en fait, c'était ce week-end ou rien. J'avais plus le temps de diagnostiquer quoi que ce soit. On avait des artisans qui arrivaient à la maison le week-end suivant. Donc, la Roadrunner devait se barrer de la maison au plus vite. Là, mon seul objectif, j'ai à peu près 15 minutes de route, c'est d'arriver à mon local, de la laisser garer pour au moins un mois le temps des travaux dans la maison. Au final, elle a très bien roulé. J'ai commencé à me détendre. Toutes les jauges étaient au vert. Les rapports passent très bien. Le moteur, on run bien, elle est plutôt confortable, bien suspendue. Je sens que le travail que j'ai fait sur le train avant a été plutôt bénéfique. J'ai aucun bruit de craquement, c'est fluide, vraiment. Elle survole la route, donc c'est un bonheur en fait parce que je pensais pas trouver un tel confort dans un muscle car Mopar de cette période. J'étais presque posé dans ma banquette comme dans une Cadillac. Allez, si le seul petit bruit, c'était un petit bruit d'horloge grippée au niveau du compteur de vitesse que j'avais déjà aussi eu sur ma Buick. Souvent, c'est le câble de compteur de vitesse qui est grippé, donc je vais aussi le remplacer. Je suis bien arrivé à destination. Par contre, une fois le moteur bien chaud, elle se mettait à caler dès que je changeais les rapports pour faire des manœuvres. C'est un problème qu'on a pu régler avec mon pote Julien alias Popeye en revoyant quelques réglages carbu allumage. Une fois le moteur bien chaud après un long test routier, parce que les derniers réglages qu'on avait fait ensemble, c'était dans le garage et le moteur était peut-être pas suffisamment chaud. Le 383 commence à montrer son potentiel et je peux vous dire que ça promet. D'ailleurs, je serais curieux de la passer sur un banc un jour parce que je sais que le moteur a été refait, mais comment? Je sais pas s'il y a eu une prépa dessus ou si ça a été fait complètement à l'origine. Tout ce que je sais, c'est que les compressions sont bonnes et qu'il a l'air en forme. Ça se trouve, je m'enflamme et le truc sort que 150 chevaux, mais c'est ça avec ces caisses, on sait jamais. Prochain chantier, géométrie puis contrôle technique. Il me restera quelques bricoles, mais je pense qu'on sera bon pour cet été. Pour ce qui est de Sopcar, j'ai un nouveau projet professionnel dont je vous parlerai certainement dans la prochaine vidéo. Ce projet sera lié à Sopcars, donc je pourrai certainement allouer
allouer beaucoup plus de temps que je le faisais aujourd'hui aux vidéos. Je sens que les mois à venir vont être assez excitants et il y aura pas mal de choses à vous raconter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, de me suivre aussi sur Instagram, sur TikTok. En attendant, je vous dis bonne route et à très vite.